Bonjour tout le monde. Dans cette capsule-ci, on va mettre en place ensemble notre première régression linéaire bayésienne. Donc pour faire ça, on va aller dans RStudio et notre capsule va se faire en quelques étapes. Donc d'abord, je vais vous présenter les données avec lesquelles on va travailler, les packages, les librairies qu'on va devoir utiliser pour notre travail ici. Ensuite, on va aller dans PowerPoint pour vous montrer quel est le modèle sur lequel on veut travailler, vous présenter les, euh, vous présenter les probabilités a priori qu'on va utiliser. Et finalement, on va retourner dans RStudio pour mener cette régression linéaire bayésienne-là et regarder comment on est capable d'interpréter les résultats. Excellent. Donc d'abord, commençons par regarder un petit peu mon code ici. Euh, pour commencer, vous allez avoir besoin de deux librairies. Vous allez avoir besoin de la librairie Wooldridge et de la librairie Volstad. Donc, si vous ne les avez pas, vous pouvez aller les chercher. Donc, vous allez aller dans Outils, Install Packages, et vous allez aller chercher les différents packages. Donc, vous allez par exemple aller chercher Wooldridge. J'utilise le package Wooldridge pour charger une base de données. Ensuite, vous allez utiliser le package ou la librairie Bolstad, du nom de Bolstad, l'économiste qui a écrit un livre en inférence bayésienne. Donc, vous allez dans Install Packages, toujours, et vous allez aller chercher Bolstad. Excellent. Une fois que vous avez installé euh, toutes ces librairies-là, vous allez pouvoir aller chercher des données. Donc ici, je vais enregistrer mes données dans Data. Donc laissez-moi rouler cette ligne de code-là. Et Data vous donne de l'information. Donc vous avez 21 pays. Et dans chacun des pays, on remarque la mortalité qui est due aux problèmes cardiaques, des complications cardiaques. Et vous avez la consommation d'alcool dans ce pays-là. Et nous, ce qu'on va vouloir chercher à faire, c'est d'observer est-ce qu'il existe une relation, entre la consommation d'alcool et les malaises cardiaques. Donc, on sait médicalement qu'apparemment, une ou deux coupes de vin par jour semblent avoir un effet positif au niveau de la santé cardiaque. C'est ce qu'on va chercher à vérifier à travers cette base de données-là. Et donc, laissez-moi aller ici dans mon problème d'un point de vue mathématique, on va essayer de rouler la régression suivante. Donc, on cherche une valeur pour alpha et une valeur pour bêta, de sorte qu'on essaie de résoudre la régression linéaire suivante. Et on va essayer de la résoudre ensemble d'un point de vue bayésien. Donc, c'est-à-dire que si on faisait juste la résoudre d'un point de vue d'économie fréquentiste, on s'intéresserait simplement à la vraisemblance. Donc, la vraisemblance, par moindre accord ordinaire, va nous apporter une valeur pour bêta, va nous apporter une valeur pour alpha, et on va se concentrer, nous, sur bêta ensemble. Vous allez voir pourquoi c'est important dans quelques instants. Et on va donc se concentrer sur bêta. Et bêta, par moindre accord ordinaire, devrait obtenir les valeurs suivantes. Donc, je devrais trouver une valeur pour bêta qui soit égale en moyenne à moins 19,683 et une variance équivalente à 26,22. Donc, comment est-ce que j'ai trouvé ça, moi, cette variance-là et cette moyenne-là? Eh bien, dans mon modèle d'RStudio, j'ai simplement roulé une régression linéaire. Hein, comme on le ferait normalement en économétrie fréquentiste, j'ai dit je cherche la valeur de bêta et d'alpha qui minimise l'erreur quadratique. Et vous trouvez ces données-là ici. Donc, je vois que bêta ici est égal à moins 19,683 avec un écart type de 5,121. 5,121 d'écart type. Ensuite, vous mettez ça au carré pour obtenir votre variance. Et ça me donne essentiellement une variance de 26,22. Excellent. Donc, je sais que bêta va suivre une densité. Ici, ma densité probabilité de Y, ma densité de ma vraisemblance, va suivre une loi normale pour bêta de moyenne moins 19,683 et avec une variance de 26,22. Excellent. Et bien là, moi, je vous dis la chose suivante. Je vous dis, je suis un cardiologue et je viens tout juste de lire une étude fascinante euh, dans laquelle les chercheurs sont arrivés à trouver qu'effectivement, plutôt,
la relation de bêta devrait être égale exactement à moins 15 avec une variance de 25. Et donc, moi, en tant que chercheur, je n'ai pas encore observé mes propres données. Mais je me dis, tu sais quoi, ça fait beaucoup de sens. Ça fait beaucoup de sens et j'aimerais ça intégrer ces connaissances-là dans mon modèle. J'aimerais ça prendre en compte ces possibilités a priori-là pour bêta. J'ai aucune idée pour alpha. Donc, pour alpha, je vais faire semblant que j'ai pas de priori. Donc, pour alpha, on va faire semblant qu'on n'a pas de priori. Mais pour bêta, je vais prendre pour acquis, a priori, avant même de regarder mes données, que la moyenne de bêta devrait être égale à moins 15 et que sa variance devrait être égale à 25. Donc, retournons voir mon modèle. Eh bien, maintenant, c'est le temps de construire mon modèle bayésien. Et mon modèle bayésien va utiliser une fonction qui est dans Bolstad. Et la fonction va être la suivante. Vous allez avoir base.lin.reg, donc pour Bayesian Linear Regression. Et ici, ça va être une régression bayésienne linéaire simple, dans laquelle je vais dans laquelle je vais donner les différents arguments suivants. Donc, je veux prédire la mortalité due à des complications cardiaques en fonction de la consommation d'alcool dans le pays. Donc, vous notez ici que c'est les deux seuls arguments qui font référence à des données, parce que c'est une régression bayésienne linéaire simple. Donc ici, j'ai une seule variable d'intérêt, j'ai une seule variable explicative. Ensuite, je dois préciser à la fonction quelle va être la forme de mes prieurés. Ici, le modèle de Bolstad me permet seulement de travailler avec des prieurés normaux aussi. Donc, je vais lui préciser pour pour ma pente, donc slope, pour ma pente, pour mon bêta ici, je veux que tu prennes un priori normal. Ensuite, pour mon intercept, moi, comme chercheur, j'ai pas de priori, j'ai pas de croyance a priori sur la forme que ça devrait avoir. Et je lui dis donc, prends une forme uniforme. C'est-à-dire, assume que je n'ai aucun priori sur l'intercept de ma fonction ici. Ensuite, je vais préciser au modèle MB0 et SB0. Donc ici, je lui dis la pente à laquelle je m'attends pour mon priori. Donc je m'attends à une pente de moins 15 avec un écart type de 5, ce qui me ramène à une variance ici de 25. Les termes, les termes de MA0 et de SA0, ce serait si j'avais une moyenne pour l'intercept et si j'avais un écart type pour l'intercept. Ici, je vais les laisser à 0. C'est pas grave, les termes que je mets ici, parce que j'utilise l'intercept ici uniforme. Donc, si je lui dis à ma fonction que j'utilise l'intercept uniforme, eh bien, il ne va rien faire avec ces données-là ici. Je n'ai pas besoin de mes priori lorsque j'utilise un intercept uniforme. Vous avez sigma ici que je n'utilise pas. Vous avez alpha qui est égal à 0,05. Ça, c'est pour les intervaux de confiance. On ne s'intéresse pas à ça. Vous avez un argument plot data qui va me permettre de créer un graphique de mes postérieurs, de mes priori et de ma vraisemblance. Donc, je vais mettre cet argument-là est égal à vrai et je vais laisser des prédictions pour x en nul. Donc, laissez-moi rouler cette régression linéaire bayésienne-là et on va observer ensemble le résultat. Donc, voici le résultat qui m'arrive à la fin de cette régression linéaire-là. Donc, commençons par regarder ensemble qu'est-ce qui est d'intérêt. Donc, commençons par regarder les graphiques. Moi, ce qui m'intéressait, c'était beaucoup la pente. Donc, je voulais savoir, est-ce qu'il existe une relation entre la consommation d'alcool et la mortalité due au malaise cardiaque. Et donc, dans ma vraisemblance, si je faisais juste de l'économétrie classique, j'aurais dû trouver effectivement, on se souvient de notre MCO qu'on a fait précédemment, j'aurais dû trouver la fonction de densité pour mon bêta en rouge ici. Donc j'aurais trouvé que bêta avait une moyenne de moins 19,683 et une variance de 26,22. Et donc ça m'aurait trouvé cette distribution en rouge-là. Mais moi j'ai dit, écoutez, en tant que chercheur, j'ai des croyances a priori et je pense plutôt que la densité de mon bêta devrait suivre euh, une loi normale de moyenne 15 et de variance 25.
Et ensuite, mon postérieur, c'est simplement une combinaison de ces deux fonctions de densité-là. On aurait été capable analytiquement de trouver la moyenne de mon postérieur. Donc, j'ai une fonction comme ça ici, une densité postérieure. Donc, on aurait pu intégrer cette fonction-là, etc., pour trouver la moyenne de mon postérieur. Je n'ai pas besoin de faire ça. Pourquoi? Parce qu'un priori normal une vraisemblance normale, ce sont des probabilités conjointes. Et donc, ces probabilités conjointes-là me donnent une réponse analytique. Donc, analytiquement, je suis capable de trouver l'espérance et la variance de mon postérieur. On a vu ensemble comment on était capable de faire ça dans une capsule précédente, donc dans la capsule sur les prioris conjoints. Je vous invite à vous y référer si vous avez envie de voir mathématiquement comment vous pouvez trouver ça. Et on est capable effectivement d'avoir des données sur ce postérieur-là. Ces données sur le postérieur-là me sont données dans ma console. Donc vous voyez que la pente ici, bêta, va avoir une pente de moins 17,29. Sans surprise, c'est un peu une moyenne entre mon priori et ma vraisemblance. Et c'est à peu près une moyenne parce que j'ai environ la même certitude envers mon priori que j'ai la même certitude envers ma vraisemblance. Donc ça semble être une espèce de moyenne assez équilibrée entre ma vraisemblance et mon priori. Vous avez également, et je profite je prends le temps de le montrer et on va étudier ça un petit peu plus en détail, regardez mon intercept. Lorsque j'ai mis une probabilité uniforme, quand on regarde mon intercept, eh bien on se rend compte que j'ai pas de priori. J'ai pas de priori et on se rend compte que mon postérieur est simplement égal à ma vraisemblance. Donc l'économétrie bayésienne va vous donner des résultats identiques à l'économétrie classique, à l'économétrie fréquentiste, lorsque vous n'avez pas de priori à apporter. Excellent. Et je termine cette capsule-ci avec un deuxième exemple très intéressant. Cette fois-ci, je vous dis, moi, en tant que chercheur, mes données, je n'ai pas vraiment confiance en mes données. Mais j'ai beaucoup confiance aux données qui ont été retrouvées par une autre équipe. Donc, cette fois-ci, mon priori, au lieu de lui donner une variance de 25, je lui donne une variance de 4. Donc, un écart type de 2. Hein, vous voyez, j'ai très confiance en mon priori. Et à ce moment-là, lorsque j'ai très confiance en mon priori, qu'est-ce que vous allez observer? Eh bien là, vous allez observer toujours ma même fonction de vraisemblance qu'à l'exemple précédent, mais cette fois-ci, j'ai une nouvelle fonction de priori, et la combinaison de ma vraisemblance et de ma priori, vous voyez qu'on penche beaucoup plus proche de mon priori. Mon postérieur ressemble beaucoup à mon priori, et ce n'est pas un hasard si mon postérieur ressemble beaucoup à mon priori, parce que j'ai très, très, très confiance en mon priori. Donc, étant donné que j'ai très confiance en mon priori, ça implique que mon postérieur va beaucoup ressembler à mon priori. Imaginez-vous le cas suivant. Imaginez-vous ici que j'ai une variance très faible, donc 0,1 de variance. Qu'est-ce que le modèle ici me donnerait? Eh bien, vous voyez, plus la variance est faible, plus mon postérieur va se rapprocher de mon priori. Donc ici, il fait presque aucun doute, mon postérieur me dit « Écoute, Marc-André, tu es tellement sûr de ton priori que ton postérieur va vraiment être suivi sur ton priori. » Qu'est-ce qui se passe mathématiquement si je mettais une variance nulle? Donc si je vous dis « Écoutez, je suis sûr à 100% que la moyenne de mon bêta devrait être égale à 0. » Donc je suis sûr que mon priori est bon. Eh bien là, vous voyez, erreur. Pourquoi est-ce que ma régression linéaire me fait une erreur? Eh bien, retournons voir ensemble le calcul mathématique analytique derrière cette multiplication-là. Donc, on avait trouvé ensemble que la variance du postérieur allait être établie en fonction de la variance du priori et de la variance de la vraisemblance. Eh bien, si vous avez une variance nulle pour votre priori, vous avez une division par 0 et ça vient complètement démolir ici mon calcul. Donc, on ne peut pas faire n'importe quoi avec notre priori ici pour
pour le calcul analytique de nos fonctions de vraisemblance. Donc, excellent. Moi, ça clôt cette capsule-ci. Si vous avez besoin de travailler, si vous avez envie de travailler avec ces régressions linéaires-là, j'ai aucun problème si vous décidez de copier mes lignes de code, là, inspirez-vous-en autant que possible. Et dans une prochaine capsule, on va regarder un petit peu plus en détail ensemble quelles sont les implications d'avoir des priories uniformes.